Alors donc je vais maintenant demander à Monsieur Christophe Mariette de Lille de bien vouloir venir présenter son essai thérapeutique œsophagectomie conventionnelle versus cellule assistée, un essai randomisé national de phase 3 dit MIRO. Contrairement à ce qui est marqué sur le programme, le commentaire sera fait directement, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, par Christophe Mariette et non par moi. Très bien, merci beaucoup pour me donner l'occasion donc de parler de résultats de cet essai national qui a, comme vous l'avez compris, été également designé par French et mis ici en termes de résultats grâce à la participation de l'ensemble des centres français spécialistes de la prise en charge du cancer de l'œsophage. Alors vous le savez, pendant longtemps, le standard de prise en charge du cancer de l'œsophage a été une prise en charge chirurgicale par voie transthoracique ouverte, dont on a des chiffres de mortalité qui peuvent aller jusqu'à 10% en littérature et surtout des taux de morbidité élevés. On estime qu'à peu près un patient sur deux va présenter une complication plus ou moins sévère et la majorité de ces complications sont d'origine pulmonaire et certaines complications pulmonaires, notamment graves, sont responsables de la mortalité et cette mortalité de 2 à 10% est dans 50% des cas d'origine pulmonaire. Alors cette morbidité, elle a été associée à différentes variables, bien entendu les comorbidités du patient, l'intoxication tabagique que vous connaissez bien dans le cancer de l'œsophage pour les formes notamment épidermoïdes, mais aussi à l'approche, avec deux hypothèses qui sont apparues très vite dans la littérature. Une qui a semblé évidente pour tout le monde, qui était de dire que c'est ouvrir le thorax qui entraîne des complications pulmonaires. L'autre qui était plus française, qui était de dire que c'était de travailler de deux côtés du diaphragme qui pouvait générer des complications pulmonaires. Et donc la technique laparoscopique en dehors de l'œsophage a été associée dans plusieurs pathologies comme intéressante pour diminuer la morbidité post-opératoire, notamment via une diminution du traumatisme chirurgical. Et il a été montré dans des études physiologiques que la celluloscopie permettait de diminuer l'altération de la mécanique ventilatoire en entraînant moins de dysfonction diaphragmatique. Et ça, c'est bien montré dans des pathologies telles que la cholestéectomie, telle qu'on l'a vu, mais surtout le reflux gastro-œsophagien, dont l'approche chirurgicale est proche de celle du temps abdominal de l'œsophagectomie. Vous avez donc comme rationnel pour l'essai randomisé que je vais vous présenter le fait que l'approche laparoscopique dans le cancer de l'œsophage pourrait apporter un certain nombre d'avantages, qui est de diminuer le taux de complications post-opératoires globales, notamment d'origine pulmonaire. L'autre intérêt de s'intéresser à l'approche laparoscopique, c'est-à-dire uniquement dans le ventre, c'est de ne pas toucher à la tumeur. Vous savez que la laparoscopie a longtemps été mise comme un facteur de risque pour certains cancers de dissémination, rien que par l'approche laparoscopique, notamment dans le cancer du rectum ou du côlon. Et donc là, l'idée, c'est qu'en faisant le temps abdominal sous celluloscopie et le temps thoracique par voie ouverte, on ne touche pas du tout à la tumeur. Et puis, comme on ne touche pas à la tumeur, ça nous semblait une approche beaucoup plus reproductible que l'approche thoracoscopique. Donc on avait dans la littérature quelques études comparatives que je vous ai citées ici, qui étaient toutes dans le même sens, à savoir un intérêt à la laparoscopie. Et donc l'hypothèse testée de cet essai randomisé, c'est d'opérer les patients atteints d'un cancer de l'œsophage par une approche qu'on appellera hybride, c'est-à-dire un temps de dissection abdominale pour créer le tube de gastroplastie par laparoscopie, et une chirurgie plus traditionnelle par voie thoracique, c'est-à-dire de dissection, d'exérèse de la tumeur et du curage ganglionnaire. L'objectif de cette gastrolyse laparoscopique est de diminuer le taux de complications post-opératoires significatives après chirurgie du cancer de l'œsophage. Donc la randomisation a été faite en deux bras. Un bras, vous l'avez compris, expérimental, laparoscopie plus voie ouverte thoracique, donc thoracotomie. Tous les patients bénéficiaient d'un Lewis senti, la technique était standardisée et les critères d'inclusion étaient faits en fonction. Et le bras contrôle était la technique standard, c'est-à-dire d'ouverture à la fois de l'abdomen et du thorax par thoracotomie. Critère de jugement principal, vous l'avez compris, c'était la morbidité post-opératoire, mais également la morbidité péropératoire, parce qu'on pouvait penser qu'une introduction d'une nouvelle technique pouvait générer en soi des complications, et donc il était important d'introduire la notion de complications péropératoires significatives avec, comme vous le connaissez, cette classification qui fait maintenant référence pour grader les complications post-opératoires, la classification de Clavien-Dindo. On avait bien entendu des critères de jugement secondaires qui étaient la mortalité post-opératoire, plus spécifiquement les complications pulmonaires, parce que je vous ai dit que c'était un critère majeur dans les suites opératoires de ces patients. Et puis bien sûr, parce qu'on traite des cancers, il y avait des données oncologiques de survie sans récidive et de survie globale, de qualité de vie, puisque c'est des patients qui ont eu un pronostic mauvais, et également d'analyse médico-économique.
Donc les hypothèses statistiques étaient les suivantes, basées sur la littérature, elles ont été publiées a priori, comme vous voyez ici, avant même les résultats de l'essai, étaient de diminuer la morbidité majeure à 30 jours, de 45% à partir de la littérature dans le bras laparotomie versus à 25% dans le bras laparoscopie. Il nous a semblé, sur cette base, nécessaire d'inclure avec un risque alpha et bêta de 5 et 20% respectivement, à peu près une centaine de patients par groupe, soit 200 patients dans l'essai. L'analyse était faite en intention de traiter et le financement était obtenu par PHRC grâce au soutien et à l'affichage de la Fédération de recherche en chirurgie. Les critères d'inclusion et d'exclusion étaient assez standards, c'est-à-dire qu'étaient incluables, et c'est l'intérêt de cette technique, tous les patients atteints d'un cancer de l'œsophage ou de type épidermoïde ou adénocarcinome, à partir du moment où la tumeur était sous-carénaire, quel que soit le stade tumoral, j'en parlerai tout à l'heure dans la discussion, que les patients aient reçu une chirurgie première ou un traitement néoadjuvant, quel qu'il soit, de type chimio ou radiochimio, puisque ça n'était pas un facteur limitant pour l'approche laparoscopique, 18-75 ans et opérable. Et ce qui était intéressant, c'est également que les patients devaient avoir une cystoscopie exploratrice avant la randomisation, avec une randomisation péropératoire, de façon à ne pas prendre en compte les patients qui ne pouvaient pas bénéficier d'une œsophagectomie du fait d'une carcinose, de métastase et ou d'une cirrhose. Critères d'exclusion, des patients trop graves pour être opérés ou des contre-indications à la laparoscopie, notamment du fait d'une laparotomie antérieure. Alors ce qui est important dans cet essai, et qui nous a demandé beaucoup d'énergie, c'est qu'on a mis beaucoup de contrôle qualité a priori. Parce qu'effectivement, on pouvait penser que l'introduction, c'était en 2008, d'une nouvelle technique, pouvait générer un certain nombre de variabilités dans les centres qui pouvaient influencer, comme c'était dit tout à l'heure, les résultats. Donc ce qui a été fait, c'est qu'il y a déjà une standardisation sur le terme de technique chirurgicale, avec une vidéo qui a été faite et qui a été diffusée dans les centres pour pouvoir harmoniser la procédure de gastrolyse laparoscopique. Deuxièmement, on n'a pris que des centres qui avaient une certaine activité de œsophagectomie et qui avaient déjà également une expérience de laparoscopie. Autrement dit, on ne voulait pas que les centres fassent leur learning curve dans l'essai randomisé. La deuxième chose, c'est qu'en termes de prise en charge périopératoire, on a standardisé également les pratiques périopératoires de ce que vous connaissez sur le terme maintenant de fast track ou de ERA, c'est-à-dire l'ensemble de mesures périopératoires que j'ai citées ici qui permettent, notamment dans le cancer de l'œsophage, d'influencer significativement les suites opératoires et qui sont maintenant un standard de prise en charge. La définition des complications a été standardisée, définie a priori et respectée de façon à ce que chacun parle de la même chose en termes de complications, qu'elles soient médicales ou chirurgicales. Les critères de jugement ont été évalués en aveugle, c'est-à-dire que ce n'est pas le chirurgien qui évaluait la survenue de la complication, d'une part, et d'autre part, tout ceci a été revu par un comité indépendant qui a récupéré les copies des dossiers pour pouvoir vérifier que la complication avait été correctement déclarée et gradée. Et enfin, toutes les données ont été vérifiées par des attachés de recherche clinique indépendants qui se sont rendus sur site pour vérifier les dossiers. Donc en termes de déroulement de l'essai, 219 patients ont été screenés sur une période, vous voyez, de 2009 à 2012, qui est très rapide pour un essai sur le cancer de l'œsophage. Donc on peut remercier la dynamique French à Larry Lesgras pour avoir réalisé cet essai. Et vous voyez que finalement, après la laparoscopie exploratrice, on a exclu 5 patients qui n'ont pas pu bénéficier de la chirurgie pour des raisons de cirrhose ou parce que la colonne de Célio était en panne. Et donc ont été randomisés respectivement 103 patients dans le bras laparoscopie et ouverture du thorax versus tout open dans 104 patients. Dans un cas, dans chaque groupe, le patient n'a pas pu avoir d'exérèse du fait d'un envahissement tumoral trop important. En termes de résultats, les résultats démographiques, je ne vais pas insister, mais c'est de l'épidémiologie du cancer de l'œsophage au XXIe siècle. Vous voyez que maintenant, c'est l'adénocarcinome qui prend le pas sur l'épidermoïde, avec plus de la moitié de patients qui ont un adénocarcinome, du tiers inférieur de l'œsophage. Et vous voyez que, et ça c'est une originalité de cet essai, 75% des patients quasiment ont reçu un traitement néoadjuvant, essentiellement par radiochimiothérapie. En termes de traitement chirurgical, la durée d'intervention était 5 heures. Ce qui est intéressant, c'est que la laparoscopie est souvent associée à une augmentation du temps opératoire. Vous voyez que ce n'est pas le cas ici. Peut-être grâce aux critères qualité et à la learning curve qui avait été faite en amont. Il n'y a pas d'augmentation de la durée opératoire dans le bras laparoscopie, même plutôt une réduction. Et vous voyez que le taux de complication péropératoire est très faible, de 1% dans le bras célioscopie, et surtout un taux de conversion faible de 2,9%, témoignant donc de l'importance de la formation en amont de la randomisation. Sur le plan d'impact, retenez que plus de 95% des patients ont une exérèse R0, ce qui est très élevé pour la chirurgie du cancer de l'œsophage, avec des critères de qualité carcinologique respectés, plus de 21 ganglions enlevés en médiane et des stades PTNM de répartition habituelle pour ce type de pathologie, avec beaucoup de tumeurs localement avancées. Le résultat principal, il est celui-là.
c'est que grâce à la cystoscopie, vous voyez que le taux de complications per et post-opératoire sévère à 30 jours a diminué de façon drastique, passant de 64% à 36%. Alors ça peut vous sembler beaucoup, mais quand on regarde toutes les complications de façon exhaustive chez tous les malades, on retrouve bien entendu tout un tas de choses qui ne sont pas déclarées habituellement. Et donc évidemment, ça donne des taux de complications plus élevés que ce qu'on connaît habituellement, ce qui amène finalement à une réduction de 69% du risque de complications post-opératoires grâce à l'approche laparoscopique. Bien entendu, il y a une stratification sur le centre qui a été mise en place. Et vous voyez que après ajustement sur le centre, on garde l'effet extrêmement bénéfique de la laparoscopie sur la diminution des complications sévères post-opératoires. Sur les autres critères de jugement, on a regardé quel type de complications étaient influencées par la laparoscopie. Et comme attendu, justifiant notre hypothèse a priori, c'est les complications pulmonaires qui diminuent de façon importante, sans pour autant, vous le voyez, augmenter le taux de complications chirurgicales propres, que ce soit de nécrose ou de fistule chirurgicale. En termes de survie, vous voyez qu'il n'y a pas de différence. Donc on a attendu d'avoir au moins 3 ans de suivi pour tous les malades pour pouvoir calculer ces taux de survie. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence en termes de survie sans récidive entre les deux groupes, la courbe du haut et la courbe de laparoscopie. Ni de différence en termes de survie globale. Autrement dit, on diminue la morbidité sans altérer la survie de ces patients, ce qui est important puisque c'est encore une fois des cancers de mauvais pronostic. Donc en conclusion, l'œsophagectomie cellule-assistée, donc appelée aussi hybride mini-invasive œsophagectomie, permet une réduction des complications majeures. Elle permet notamment une réduction des complications pulmonaires majeures, dont je vous rappelle qu'elle est associée à une mortalité post-opératoire importante, sans impact négatif sur la récidive de ces cancers ou sur la survie globale, et ce qui constitue donc des preuves solides pour qu'on puisse utiliser de façon globale dans tous les centres qui font du cancer de l'œsophage cette technique pour des patients ayant un cancer de l'œsophage résécable. Et donc la conclusion de cet essai, c'est qu'on pense que de ce fait, cette étude multicentrique valide comme un standard cette prise en charge, ce qui d'ailleurs maintenant est en train de diffuser à travers le monde. Toutes les patients doivent être opérés maintenant sous technique de gastrolyse laparoscopique. Il me reste évidemment à remercier l'ensemble des centres qui ont participé, que vous voyez listés ici, qui sont tous des centres qui ont une autre expertise en chirurgie du cancer de l'œsophage et qui ont accepté la formation initiale, le monitoring, l'inclusion des patients et bien entendu de mettre un nombre significatif de patients et bien entendu tous les personnels de recherche dont on a compris qu'ils étaient importants vu la réglementation actuelle pour avoir des essais de qualité et bien entendu les patients. Je vous remercie. Merci Christophe Mariette pour cette superbe démonstration. Il reste maintenant à faire le commentaire puisque c'est à vous que ça revient. Voilà. Donc effectivement, l'idée était un petit peu de vous mettre en perspective ces résultats avec ce qui est publié déjà en littérature. Donc en fait, il y a déjà, c'est le deuxième essai randomisé qui s'intéresse à l'approche mini-invasive, le premier qui s'intéresse à l'approche laparoscopique. Il y a déjà un essai beaucoup plus petit qui a été publié dans le Lancet, qui s'est intéressé à une approche un petit peu différente, qui était de dire on fait à la fois le temps abdominal et le temps thoracique par voie mini-invasive. Cet essai a été publié dans le Lancet en 2012 et avec des résultats tout à fait superposables à cela, à savoir qu'on diminue le taux de morbidité post-opératoire du même odds ratio, c'est-à-dire avec un odds ratio d'environ 0,30, soit 70% de diminution du risque. Et donc vous le comprenez bien, la question qui est posée maintenant, c'est finalement est-ce que la technique de standard est plutôt l'approche tout mini-invasive, thoracoscopie pour le thorax et laparoscopie pour le ventre, versus laparoscopie uniquement, dans la mesure où la réduction du risque, la diminution du risque, elle est de même amplitude dans les deux techniques. Alors pourquoi on se pose cette question? C'est parce que la thoracoscopie amène un certain nombre de risques beaucoup plus importants que l'approche laparoscopique, qui sont des risques liés à la tumeur, puisque évidemment on touche à la tumeur et que vous savez que dans le médiastin, l'environnement tumoral est entouré d'organes à risque, que ce soit l'aorte et la trachée, amenant un certain nombre de difficultés et de complications péropératoires graves. Et le deuxième risque, il est évidemment d'avoir des marges positives, et c'est la raison pour laquelle dans l'essai du Lancet publié en 2012, il y avait beaucoup de petites tumeurs de patients qui n'avaient pas reçu de traitement par radiochimiothérapie, et donc des malades très sélectionnés. Et donc l'intérêt de cette technique, c'est qu'elle peut se proposer à tous les malades opérables, à partir du moment où ils n'ont pas eu, bien entendu, une chirurgie abdominale majeure empêchant l'approche laparoscopique, de façon beaucoup moins sélectionnée que l'étude qui a été publiée dans le Lancet. Et c'est la raison pour laquelle on pense que ça peut être un intérêt majeur pour les patients. Et donc la discussion qui est maintenant à l'échelle européenne
dans le groupe Eureka que je représente au nom de la France. Ce groupe européen cherche à monter des essais européens, en l'occurrence sur la chirurgie du tube digestif supérieur. L'idée est de construire un essai qui pourrait comparer le tout mini-invasif versus uniquement l'approche hybride. Le deuxième point de commentaire, c'est la mortalité post-opératoire. J'ai beaucoup insisté dans l'introduction sur la mortalité post-opératoire et vous avez vu que dans cet essai, la mortalité post-opératoire est de 1%. 1% dans chaque bras. Donc évidemment, petit 1, c'est très faible pour la chirurgie du cancer de l'œsophage, montrant qu'elle a fait d'énormes progrès sur les 10 dernières années, puisqu'il y a une dizaine, quinzaine d'années, on était plus au taux en multicentrique de 10%. Et montrant également que la prise en charge périopératoire telle qu'elle est recommandée maintenant permet, avec les améliorations des techniques chirurgicales, de diminuer cette mortalité. Néanmoins, 1% de mortalité, ça ne fait pas suffisamment d'événements pour pouvoir voir s'il y a un impact de la laparoscopie sur la mortalité. Donc pour aller valider cette hypothèse, on a fait autre chose, c'est-à-dire qu'on allait chercher les données du PMSI. Vous savez, donc ces données qui sont des données a priori administratives avec leurs limites, mais qui permettent d'enregistrer à l'échelle, de façon exhaustive à l'échelle de tout le pays, tous les patients opérés par voie laparoscopique versus par voie ouverte d'une chirurgie du cancer de l'œsophage. Et donc on a pu extraire ainsi 3000 patients traités sur une période de 3 ans en France de 2012 à 2015. Et on a pu comparer avec des méthodes statistiques assez sophistiquées telles que le score de propension permettant finalement de compenser les variables qui pourraient être déséquilibrées entre les groupes. On a pu montrer que la laparoscopie permettait de réduire également la mortalité post-opératoire dans la chirurgie du cancer de l'œsophage du même niveau d'amplitude avec un odds ratio très proche de 0,35 que celui que je vous ai montré grâce à l'essai randomisé Miro. Donc même si ce n'est pas issu d'un essai randomisé, vous avez compris qu'on sur un essai randomisé pour la mortalité post-opératoire, c'était compliqué parce que l'événement était rare. On a maintenant un bon niveau de preuve pour dire que cette laparoscopie doit être un standard, non seulement parce qu'elle diminue la morbidité post-opératoire, c'est les résultats de l'essai Miro, mais aussi parce qu'elle diminue la mortalité post-opératoire qui reste relativement élevée dans la chirurgie du cancer de l'œsophage, notamment hors centre expert. Dernière information, vous pouvez me questionner sur la reproductibilité hors centre. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on a eu le caractère un petit peu vicieux en faisant cet essai, c'est qu'on a demandé qui faisait la laparoscopie. Est-ce que c'était un médecin senior, un PUPH? Est-ce que c'était un médecin junior, un chef de clinique? Les résultats, c'est qu'il n'y a pas de différence entre chef de clinique et PUPH sur les résultats de l'essai. Autrement dit, ça suggère que finalement la gastrolyse est un geste reproductible puisqu'elle peut être faite par des chirurgiens juniors, permettant d'obtenir des résultats tout à fait similaires. Bien entendu, le temps thoracique était souvent fait par un chirurgien senior avec un enjeu carcinologique que vous imaginez bien. Et donc c'est ce qui me laisse à penser que cette technique est également reproductible et qu'elle pourrait bénéficier à des centres experts, mais aussi non experts. Je crois que j'en ai terminé pour les commentaires. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Il semble que le commentateur soit en accord avec le présentateur, en l'occurrence. Ce n'est pas une surprise. Y a-t-il des questions parmi vous sur ce beau sujet? Non, il semble que ce soit tellement beau et précis qu'il n'y ait absolument rien à dire. Et on va demander à Christophe Mariette d'assurer la suite de la modération. Merci beaucoup.